Non. Tu veux que j'enlève le truc? Ouais, non, ça va. Bonjour à tous. Bonjour, donc bienvenue dans ce nouveau webinaire de Digiformag. On va parler de la FEST aujourd'hui. Vous êtes actuellement 92 participants connectés. Donc merci à vous d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous et Laura pour parler de ce sujet. L'idée, c'est qu'on va prendre avec Laura une bonne demi-heure pour vous faire une explication un peu poussée de ce qu'est la FEST. À l'issue de cette demi-heure, Laura prendra vos questions. Donc, comme d'habitude, bonjour à tous, bonjour Sonia, bonjour Estelle. Je vous demanderai de bien poser vos questions sur le chat et pour éviter qu'on soit trop submergé avec Laura, de bien voter pour les questions que vous préférez. Comme ça, on pourra un petit peu hiérarchiser et ça nous permettra de répondre à un maximum de personnes. Donc, je me représente pour ceux qui ne me connaissaient pas. Donc, Pascal de Digiformag. J'anime donc les webinaires pour le magazine. On en fait à peu près 2 par mois en live. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me les partager. Il n'y a aucun problème là en direct ou sur le magazine. Aujourd'hui, on convie Laura Chambron. Bonjour Laura, bienvenue à toi. Pascal, bonjour tout le monde. Alors Laura qui est à la tête de 3P Form, qui est formatrice depuis maintenant 12 ans, qui est basée à Bayonne. Donc pour ceux qui sont dans le sud-ouest, faites-nous un petit coucou éventuellement. Tu ne seras peut-être pas la seule aujourd'hui. Voilà, donc Laura est juriste en droit du travail. Elle accompagne donc pas mal d'entreprises sur cette modalité qui est la FEST, entre autres. Et donc là, elle va vous présenter aujourd'hui un petit peu le contexte, la définition, les objectifs et toutes les règles en fait qui définissent un peu la FEST. Et ensuite, elle élargira aussi sur les différences fondamentales qu'il y a entre la FEST et la formation sur le tas. Voilà, est-ce que j'ai bien tout présenté, Laura ? Oui, ça m'a l'air pas mal. On va essayer de faire un petit tour d'horizon de ce qu'est la FEST aujourd'hui. Si vous avez vraiment des questions pendant les 20 minutes de présentation de Laura, ou vraiment vous êtes perdu, on pourrait éventuellement faire une coupure, mais on essaiera de le faire principalement, de reprendre vos questions à la fin du live. Voilà, et bien Laura, écoute, je te laisse commencer. Merci Pascal. Donc je vais démarrer quand même juste pour un petit peu repositionner la FEST dans l'univers de la formation professionnelle. Juste refaire un petit point sur ce qu'est la FEST et de voir un petit peu si c'est la solution à tous les problèmes en termes de formation pro. Au niveau de l'historique, on a la FEST, tout ce qui est formation en situation de travail, l'impression de l'avoir effectuée depuis des années et des années. En réalité, on était plutôt sur quelque chose qui s'apparente à la formation sur le tas. C'est-à-dire qu'on le verra tout à l'heure, la formation sur le tas, on est sur l'informel. Et la FEST, on est sur quelque chose de très formalisé. Donc, depuis quelques années, la question se posait. En 2015, on a le ministère du Travail qui a engagé une expérimentation de 2015 à 2018 pour voir si la FEST, telle qu'on l'entend aujourd'hui, la formation en situation de travail formalisée, fonctionnait. Donc, ils ont fait un test sur une 50aine d'entreprises et ça a abouti à la loi du 5 septembre 2018, dont vous avez peut-être entendu parler sur la formation professionnelle, qui a consacré certaines modalités, qui a voulu vraiment ancrer certaines modalités de formation dans l'environnement de la formation. Donc, cette loi, elle a consacré la FEST, qui a ensuite été précisée par des décrets. Donc, je vais quand même refaire un petit point juridique pour bien comprendre ce qu'est la FEST, c'est-à-dire ce qu'est l'action de formation en tant que modalité de formation. C'est-à-dire qu'on parle souvent de dispositif, on entend souvent le dispositif de la FEST. En réalité, on est plutôt sur une action de formation. En 2022, aujourd'hui, on est assez contrasté, c'est-à-dire qu'on a eu la crise sanitaire qui a un petit peu faussé ce qu'on attendait de la FEST, puisqu'on est sur des formations en situation de travail. Et les 2 dernières années n'ont pas forcément permis de consacrer cette modalité-là. Pascal, tu me diras si tu as des questions. Le fait qu'il y a eu peu d'entreprises aujourd'hui qui l'ont utilisé, que ce n'est pas encore très connu. Alors, il y en a quand même qui l'utilisent. Après, on est beaucoup sur de l'informel, c'est-à-dire qu'on est sur de l'accompagnement, beaucoup de l'accompagnement en formation interne, mais finalement qui se consacre moins sur la FEST. Mais il y en a quand même de plus en plus. On a quand même pas mal d'entreprises qui s'y sont mises, mais en pourcentage, réellement, on n'a pas du tout les résultats qu'on attendait à 2022. On est encore loin. Et en plus, on est un pays européen qui n'est pas encore tout à fait avancé sur la question. Mais on y tend quand même. On a normalement de beaux jours devant nous par rapport à cette FEST.
Alors, attends, Laura, on a juste des problèmes de son apparemment. Est-ce que tout le monde nous entend bien? A priori. À chaque nouveau step, c'est moi. Donc, attends, ça, je peux le faire. Ça, non, mais c'est bon. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Je pense que j'ai enlevé le pop des notifs. Je n'avais pas enlevé le son et du coup, les gens avaient le pop. Donc là, normalement, c'est bon. Et il y en a qui ont des problèmes de caméra aussi. Hein. C'est moins grave. Du coup, en intro, juste dire que la FEST, c'est vraiment une formation qu'on appelle en situation de travail qui va alterner, et c'est ça sa spécificité en fait, la mise en pratique en situation réelle avec ce qu'ils vont appeler des phases de réflexivité. Cette phase de réflexivité, ça va vraiment être un point clé dans la mise en place de cette FEST, puisque c'est là où l'apprenant, il va venir réfléchir à ce qu'il a fait, comment il l'a fait, ce qu'il aurait pu faire autrement et qu'est-ce qu'il va devoir faire pour améliorer son apprentissage et le développement de ses compétences. Donc, on est vraiment sur l'apprenant qui va être acteur total entièrement de sa formation, ce qui est peut-être un peu moins le cas dans les formations plus classiques de type formation présentielle ou formation à distance. Donc, c'est vraiment la situation de travail qui va être le levier de développement des compétences dans l'entreprise. Le petit point juridique qui va être très sympa quelques minutes. Au niveau de la réforme de la formation, la réforme, elle a consacré 4 catégories d'actions qui vont concourir au développement des compétences. On a les actions de formation, donc les actions plus ou moins classiques, formation présentielle, formation à distance et maintenant la FEST. On a les bilans de compétences, la VAE et l'apprentissage. Ça, ce sont des catégories de formation, d'actions. Dans les actions de formation, on a, excusez-moi, j'ai eu un souci, l'objectif d'une action de formation, c'est-à-dire le petit 1 qu'on voyait tout à l'heure, c'est vraiment de concourir de créer un parcours pédagogique. Et l'objectif de cette action, c'est d'atteindre un objectif professionnel. C'est-à-dire que dans l'action de formation, on va créer tout un parcours qui va nous permettre d'atteindre un objectif professionnel. Et le texte nous dit que pour atteindre cet objectif, on peut le faire soit en présentiel, soit à distance, soit en situation de travail. C'est ça qui nous dit vraiment que du coup, la FEST, c'est une modalité. Et ça, c'est important, c'est vraiment une modalité dans la formation pro et pas un dispositif tel qu'on peut l'entendre. Un dispositif, c'est la VAE, c'est le bilan de compétences. Là, on est vraiment sur, finalement, à égalité avec le présentiel, le distanciel, et on y a rajouté une brique de plus, qui est la formation en situation de travail, qui va nous permettre d'améliorer notre parcours de formation, finalement. Okay. Je ne sais pas si tu vois, Pascal, du coup, c'est clair. Ouais, c'est très clair. Donc, on a 4 catégories d'actions de formation, d'actions concourant au développement des compétences. Dans ces catégories-là, on a l'action de formation. Et en plus, on a la FEST qui va répondre à d'autres critères juridiques. C'est-à-dire que pour répondre à « oui, je fais de la FEST dans mon entreprise », il faut que je respecte à la fois les critères de la FEST, qu'on va voir, à la fois les critères d'une action de formation, c'est-à-dire j'acquiers des nouvelles compétences, je monte en compétences avec un parcours pédagogique, avec des moyens humains et techniques à l'appui, avec des ressources, tout ça en plus de mes critères AFEST. Alors, les critères AFEST, c'est quoi? Peut-être que certains en ont déjà entendu parler. Pour être identifié comme étant un AFEST, on a 4 critères qui sont issus du décret, qu'on va pouvoir décortiquer après. C'est qu'en premier lieu, sur cet AFEST, on a l'analyse de la situation de travail. C'est-à-dire que j'ai un métier, une compétence dans mon entreprise où il y a un besoin en montée en compétence qui s'est fait remonter, qui s'est fait ressentir. Et du coup, ça me dit, dans mon entreprise, tiens, il y a un besoin en formation. Là, j'ai besoin que mon salarié ou que les salariés ils montent en compétence. J'ai analysé une situation de travail. Je peux formaliser cette analyse. À partir du moment où j'ai déterminé qu'il y avait une opportunité, je mets en place la FEST et je vais désigner un formateur qui va pouvoir avoir des fonctions tutorales au sein de mon parcours. Mon AFEST va être constitué ensuite de mise en situation de travail plus ces fameuses phases réflexives qui vont être le cœur de notre mise en œuvre. Et ensuite, il va y avoir des évaluations spécifiques. Alors, l'évaluation, elle démarre déjà en amont,
où en est mon salarié au début, avant la formation, comment il évolue tout au long de ma formation en situation de travail, et à la fin, comment on a réussi à aboutir finalement à mon résultat, à mon objectif pédagogique. Donc, on a vraiment tous ces 4 critères-là qui vont être hyper importants à retenir, en fait. Ça marche. Ça marche. Laura, je te coupe simplement pour une question un peu technique. Est-ce que tu peux déplacer la petite fenêtre, arrêter le partage? Tu peux la glisser, ça masque en fait la main. Oui, on la voit, c'est pour ça. Alors, arrêter le partage. Là, tu peux la déplacer. Je la mets en haut. Ouais, c'est bon. Ça y est, c'est bon. C'est bon? C'est bon, Alexandre, de votre côté? Ça marche. Désolée. Hein. Non, je croyais que vous ne le voyiez pas, parce que souvent, certaines visions, on ne voit pas les mêmes choses. Donc, juste à retenir, alors là, c'est un petit peu long sur le contenu, mais c'est comme ça, vous l'aurez évidemment en fin de parcours, vous aurez accès à toutes ces notions. Ce qu'il faut retenir là, c'est que la FEST, c'est la formation d'un collaborateur sur le poste de travail, qui va être encadré par un formateur tuteur qui est souvent lui-même salarié de la structure. Et j'ai vu passer une question, pas forcément interne, mais quand même 90% des cas, qui va être un formateur interne, qui lui-même va être expert du métier, puisque pour pouvoir moduler et faciliter la montée en compétence de l'apprenant, il faudra qu'il connaisse le geste, il faudra qu'il connaisse les spécificités du métier, voire même les spécificités de l'entreprise, si on part vraiment sur une spécificité particulière. Et ensuite, il y a vraiment cette alternance des 2 séquences. Mise en situation de travail organisée à des fins d'apprentissage, mais en situation réelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose de simulé, on est vraiment sur la réalité du terrain, aménagé peut-être, mais quand même en réalité. Et des moments de rupture, de retrait, où on va vraiment réfléchir, se questionner à comment je fais, comment j'ai fait, comment je vais faire. Et c'est l'apprenant qui est au cœur de ça. Ce n'est pas le formateur interne qui va être sachant et qui va dire comment on fait et ce qu'il doit réguler. C'est l'apprenant lui-même qui va, par ses phases réflexives, se dire « Ah ben tiens, là j'ai fait comme ça, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et je vais réguler. » Et le formateur interne, tuteur ou externe, si vraiment il a les compétences expertes, c'est possible aussi, il va être là pour faire remonter, pour avoir un rôle de facilitateur finalement dans la posture. On n'est plus dans le tout sachant qui donne du savoir et qui dit non, c'est pas ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et on est bien d'accord qu'effectivement, il peut y avoir à la fois la formation en présentiel, mais aussi des modules e-learning en complément pour le salarié. Alors, en fait, oui, on va être dans un parcours global. C'est-à-dire que la FEST, comme je vous disais, c'est une modalité. Donc, on va pouvoir, dans un parcours global de formation d'un salarié, dire en amont, on va mettre une formation en présentiel, qui est une modalité présentielle, complétée d'une formation à FEST sur le lieu de travail, parce que j'avais quand même besoin de connaissances théoriques en amont. Donc, on a bien mis cette connaissance en amont. On a FEST, et puis après, pourquoi pas, un autre module à distance ou en e-learning pour compléter le tout. C'est un parcours. Et la FEST, elle est une partie du parcours finalement. Mais dans la FEST, on a tout plein de critères qui vont devoir quand même être remplis. Ça marche. Du coup, la différence avec la formation sur le tas. La formation sur le tas, on est sur quelque chose de très informel en fait. C'est-à-dire qu'on a vécu ça un peu tous, de dire ah ben tiens, je rentre dans une entreprise, je vais te montrer comment je fais, j'ai rendez-vous client ici, viens avec moi, est-ce que tu veux tenter, etc. Ça, c'est la formation sur le tas. Je te montre comment je fais, tiens, vas-y, fais comment je... Ça, on est vraiment sur quelque chose d'informel. La vraie différence avec la FEST, c'est qu'on est vraiment sur un parcours réfléchi en amont, avec des objectifs pédagogiques et professionnels qui sont déjà mis en œuvre et réfléchis en amont, avec ces séances réflexives qui sont très formalisées. On a la partie en situation de travail, puis les séances réflexives. On est vraiment sur quelque chose qui est très structuré par rapport à une formation informelle sur le tas. Ça va aussi se différencier du tutorat. Le tutorat qu'on peut connaître aussi. Le tutorat, on est sur je te montre, tu fais et je te régule sur ce que tu es en train de faire. Là, dans la FEST, on est vraiment sur
l'apprenant au cœur de son apprentissage, dans sa propre réflexion, dans sa propre montée en compétences, avec l'aide de ce formateur interne accompagnateur, qu'on appelle accompagnateur. Ce qui est différent d'un parcours en alternance aussi, fondamentalement? Oui, alors qu'est-ce qui est différent de la formation en alternance? C'est le parcours pédagogique derrière. Sur l'alternance, on a vraiment l'école, on est sur une relation tripartite de manière obligatoire. On a l'école, on a le CFA, on a l'apprenant et on a l'entreprise et on a un tuteur. Et on est moins dans la facilitation, on est vraiment dans l'apprentissage de j'apprends un geste, tu refais, je te montre les erreurs que tu as faites. Dans la FEST, on est vraiment dans il y a une situation de travail réelle, j'ai une commande à expédier, on va la préparer ensemble, tu vas le faire tout seul, je vais te regarder, moi en tant qu'accompagnateur, et tu vas voir finalement après, pendant et après, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc, il y a vraiment l'aspect de droit à l'erreur qui est très, très important. C'est que dans l'entreprise, il faut partir du principe que potentiellement, ça va pouvoir générer un petit ralentissement dans la production ou peut-être des erreurs bénignes. Mais voilà, il va falloir laisser la place à ce droit à l'erreur-là. Ça marche. Laura, je te recoupe sur un problème technique. Moi, je te vois, mais certains ne te voient plus. Est-ce que tu as modifié le partage de documents ou l'affichage? Alors, que se passe-t-il? Si. Alors, attends, je vais arrêter de partager et puis repartir sur là, vous nous voyez bien toutes les deux, Brigitte et Cyril? On va recommencer. Ouais, je partage l'écran et c'est peut-être mieux. Voilà, là c'est bon, là, je pense que c'est bon. Ouais, super. Après, juste le point sur la différence avec la formation sur le tas, c'est qu'on est aussi sur l'évaluation tout au long qui va permettre de mesurer l'évolution de l'apprenant. Là où dans la formation sur le tas, il n'y a pas d'évaluation qui soit prédéterminée déjà. Ça marche. Ça va être les points clés. Le parcours pédagogique, le positionnement de l'apprenant en amont, les objectifs pédagogiques définis, le projet professionnel déterminé et l'évaluation et les phases réflexives. Ça, c'est vraiment la différence qui n'existe pas du tout sur le tas, me semble-t-il, dans mes souvenirs. Du coup, je renlève la barre, c'est ça? Hop. Super. D'ailleurs, on peut poser la question à ceux qui nous écoutent. Est-ce que certains d'entre vous veulent tester cette modalité cette année ou alors ont déjà formé sur le tas des salariés de leur équipe ou pas du tout? Est-ce que pour vous, répondez-nous dans le chat, est-ce que c'est totalement nouveau ou alors certains l'ont déjà fait? Voilà, il faut qu'on puisse savoir un peu où vous en êtes. Nouveau pour beaucoup. Oui, besoin de le tester. Oui, sur le tas, c'est très courant. Et puis, il y a des métiers, des corps de métiers qui sont quand même très voués à ça. L'artisanat, on a les compagnons qui ont déjà formalisé quand même vraiment les choses. Il y a quand même des métiers où on le fait très, très naturellement. Et ils ont voulu consacrer ça de manière très, très encadrée, en fait. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est plutôt très intéressant parce qu'on a cette phase réflexive et le fait que c'est l'apprenant qui reprend les rênes de son apprentissage. Et ça, c'est génial parce que du coup, il se sent hyper engagé dans son propre apprentissage et dans son parcours professionnel. On est vraiment sur quelque chose de très engageant pour l'apprenant à ce moment-là. Ouais, c'est une posture qui est totalement différente et du coup, je pense que le démarrage au sein de l'entreprise va être totalement différent aussi. Oui, alors on s'en sert pas mal pour l'intégration aussi de nouveaux salariés. Ça va permettre, alors comme ça fait intervenir plusieurs parties prenantes, on va le voir, mais tout le monde est concerné par cette AFEST, puisque si c'est une ligne de production, il va peut-être falloir ralentir la cadence à certains moments, il va falloir faire des remplacements, on va intégrer un peu tout le monde. Et du coup, ça devient une philosophie de formation. On rentre dans une entreprise apprenante. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Et c'est pour ça que tout le monde doit être plus ou moins au fait de cette modalité avant de démarrer. C'est-à-dire d'être bien conscient de tout ce que ça génère. On a une référente AFEST indépendante, elle pourra nous donner, qui vient d'écrire dans le chat, elle pourra nous donner son expérience. Ça fonctionne très bien, oui. Il semble vraiment que les résultats soient quand même assez positifs.
Alors, à quoi ça peut répondre? Du coup, cette AFES, c'est un besoin spécifique en compétences. C'est-à-dire qu'on va identifier dans l'entreprise un besoin spécifique sur des activités clés, sur des tâches précises. Plus ça va être précis, presque, plus ça va être l'opportunité de mettre de la FEST en place. Là où on est sur des connaissances, sur de la théorie, évidemment, la FEST a beaucoup moins sa place. Ça peut répondre à un projet professionnel de GPEC ou de GEPP, donc gestion des emplois et des parcours pro, dans l'entreprise aussi. C'est-à-dire que ça va permettre les montées en compétences, de savoir un petit peu qui fait quoi et où est-ce qu'on va dans l'entreprise. Et même si on va plus loin, en termes d'opportunités, ça améliore notablement la qualité de vie au travail, puisque ça va permettre de réfléchir à la manière de procéder dans notre système qualité aussi, de dire, tiens, ben ça, comment on le fait? Si c'est fait comme ça, est-ce qu'on pourrait peut-être pas plutôt changer notre manière de faire et permettre l'amélioration de la qualité et de notre qualité de process? Et du coup, ça permet vraiment de monter en compétence dans l'entreprise, même dans sa globalité. C'est vrai qu'il y a une question qui est intéressante. Est-ce que c'est pas trop lourd à gérer? C'est Claudine qui nous demande ça. Hein, pour une entreprise, pour un seul poste. Alors, moi, j'ai connu une boîte qui le fait avec. Elles sont 2. Je pense que ça prend du temps, mais ça vaut la peine. C'est un travail qui apporte, à mon avis, beaucoup à l'entreprise, même si, effectivement, il y a peu de ressources. Oui, alors en fait, plus l'entreprise est plus petite, plus elle pourra mobiliser du financement. Et du coup, faire peut-être appel à un intervenant externe qui va permettre notamment un référent à FEST, on va le voir assez rapidement, pour l'accompagner dans cette démarche-là, justement. Après, la plus-value, elle y est. On est dans la fidélisation, les gens, ils sont engagés dans leur métier, donc forcément, et dans leur entreprise, avec quelque chose de très pertinent la plupart du temps. Et après, le conseil, c'est de le faire le plus simplement possible. On n'est pas obligé de faire un gros AFEST du premier coup. On peut tester sur une petite activité, sur une compétence clé, et puis l'étendre si jamais ça a bien fonctionné. Oui, étape par étape, quoi. Toujours commencer petit. Alors, souvent, il y en a beaucoup qui parlent de commencer frugal dans la FEST. Beaucoup utilisent ce terme-là. C'est vraiment essayer d'être au plus simple au départ. Juste après, je vois quelques questions qui passent, mais on y reviendra peut-être après. Sur les types de compétences auxquelles ça va répondre, on va être plutôt sur des compétences mais qui vont amener un geste. Ça peut être des compétences technologiques, sur une machine, sur des outils, et ça peut aussi être sur des procédures, même en administratif, des procédures, comment je rentre tel ou tel process de travail, des déroulés d'entretien, des étapes. Certaines AFEST, alors moi là j'en ai pas connu pour le coup, mais je sais que ça fonctionne parce que j'en ai vraiment entendu sur les soft skills, c'est-à-dire plutôt une posture de travail du type managérial, faire passer un entretien de recadrage, travailler sur la posture. Ça peut aussi fonctionner. Sur d'autres soft skills aussi, évidemment. Les gestes pratiques, évidemment, la précision du geste, l'amélioration du geste, les techniques particulières. Ça, on est vraiment sur le cœur de la FEST. Tout ce qui est pratique, finalement, peut répondre à la FEST, mais attention, on ne va pas pouvoir non plus répondre à tout. C'est-à-dire qu'on a certaines compétences qu'on ne va pas du tout mettre en œuvre en AFEST. Il faut que ce soit sécuritaire. L'objet, c'est vraiment le droit à l'erreur. On met en travail réel. Donc, je ne vais pas aller monter sur une grue. Alors, la grue, peut-être que c'est pas… Mais là, j'ai une image de 2 chirurgiens. Peut-être que la FEST pour les chirurgiens en neurochirurgie, ce ne sera peut-être pas l'idéal tout de suite. Le droit à l'erreur est très important. On va aménager le poste de travail. Tout ce qui touche à la santé ou à la sécurité, on essaye d'éviter de mettre en danger, évidemment, les personnes. Vraiment, l'idée, c'est le droit à l'erreur sur cet apprenant-là et le travail comme support de formation qu'on va pouvoir intégrer, comme on le disait tout à l'heure, sur un parcours qui va intégrer peut-être aussi de la formation à distance et de la formation présentielle, pourquoi pas. Ça marche. On va sur les parties prenantes. Alors, les parties prenantes, on a l'apprenant qui évidemment est au cœur de son dispositif, de
son parcours de formation, l'apprenant, il va se positionner au départ et il va être acteur de sa formation. Ça, on l'a déjà vu tout au long de son AFEST. On a le formateur expert. Donc, le formateur expert, on va être sur soit un interne parce qu'il est expert métier. Donc, il va accompagner l'apprenant dans tout son parcours pédagogique. Donc, on va aussi l'intégrer dès le départ. On va le formaliser, tout ça, et on va éventuellement le former aux techniques pédagogiques parce qu'il est peut-être expert, mais il n'est pas forcément pédagogue. Donc, lui, on peut le former. À ce moment-là, on peut peut-être faire appel à un externe, si vraiment l'externe a la compétence technique et qu'en plus, il a l'ingénierie pédagogique, pourquoi pas. Mais la plupart du temps, on est quand même sur un formateur interne. On a le fameux référent AFEST. Alors, le référent AFEST, c'est un peu différent. C'est-à-dire que le référent AFEST, on va l'intégrer dès le démarrage aussi du projet en disant c'est lui qui va être un petit peu le garant de la bonne organisation du projet. Il est l'architecte, en fait, de notre projet AFEST. Il peut être externe, parce qu'il s'y connaît en ingénierie pédagogique ou parce qu'il est, comme disait Clotilde, je crois, dans le chat, référent AFEST, parce qu'il a été formé. Il y a des formations certifiantes sur le référent AFEST. Et là, il va accompagner l'entreprise dans toute sa mise en œuvre, du début jusqu'à la fin, en l'accompagnant sur l'ingénierie pédagogique, l'analyse de la situation de travail, la mise en œuvre de la modalité, jusqu'à l'évaluation. Mais il ne va pas être dans l'expert métier. Il va être au-dessus, en fait. Il va chapeauter un petit peu tout. Alors, au-dessus, ce n'est pas le terme, mais il va chapeauter. Et à l'intérieur, on aura le formateur qui va être expert et qui va accompagner l'apprenant. On est vraiment sur quelqu'un qui est garant du bon déroulement. Oui, c'est un peu comme un tuteur. C'est un peu comme un tuteur, finalement, mais avec une expertise sur la FEST. Il a une expertise sur la FEST, une expertise sur l'ingénierie pédagogique, vraiment sur ces deux points-là. C'est-à-dire qu'il est capable d'accompagner l'entreprise dans l'évolution et l'ingénierie pédagogique. Je pars d'un objectif pédagogique quand même. Je suis en formation, même si c'est en situation de travail, et je jalonne tout mon itinéraire pour arriver à mon objectif pédagogique. Donc, il a ces deux compétences-là. Donc, le mieux, c'est qu'il soit, enfin le mieux, après c'est un jugement, mais ce n'est pas obligatoire, mais voilà, la certification est quand même préconisée pour gagner en légitimité. Et on est d'accord, Laura, que le formateur et le référent AFEST sont bien deux personnes différentes. Oui, la plupart du temps, ce sont deux personnes différentes. Rien n'interdit que ce soit la même personne, mais du coup, avec deux rôles distincts, et il faudra lui laisser du temps pour son rôle de référent et pour son rôle de formateur. Sachant que le référent AFEST peut aussi être interne. Et il n'y a aucun souci à partir du moment où il a les compétences pour organiser et superviser, entre guillemets, ce projet AFEST. Et on peut tout à fait former un salarié dans l'entreprise à être un responsable formation, quelqu'un du service formation, du service RH, à être le référent AFEST dans l'entreprise. Oui, ça se fait aussi en interne et en externe. Si on n'a pas fait appel, on a encore les tiers facilitateurs, donc qui sont ça, les consultants, les référents, qui vont permettre d'accompagner encore le projet. Le collectif de travail et les collègues, c'est relativement important. Ils sont vraiment partie prenante au projet, puisque si eux, ils freinent, eh bien, on va avoir quand même des problématiques structurelles à mettre en place cette AFEST. Donc, c'est important qu'ils soient informés, qu'on les sollicite si jamais il y a besoin d'aménager un poste de travail, etc., qu'ils fassent partie du collectif. Et la direction et les managers, évidemment, comme garant de la réussite. Ça, c'est hyper important. Si la direction dans l'entreprise n'est pas convaincue de cette démarche-là, ça va quand même diminuer l'efficacité de notre AFEST. Manager également, puisqu'il y a quand même cette notion de droit à l'erreur. C'est-à-dire que le salarié qui fait partie de l'équipe du manager, il va être sur son poste en travail réel et potentiellement, il va y avoir des erreurs là. Donc, on essaye d'éviter autant que possible que le manager soit le formateur accompagnateur. Pardon. Mais effectivement, il doit être totalement partie prenante. Ah oui. Non, ça ne marche pas. Non, puisqu'il y a cette montée en compétences et puis il va faire partie aussi de l'évaluation, c'est-à-dire de dire d'où est parti mon salarié et puis où est-ce qu'il est aujourd'hui, est-ce que ça répond au référentiel qu'on avait établi en amont. Donc ça, toutes les parties
sont importantes à ce niveau-là. Alors, je vois juste Clotilde qui dit « J'intègre également dans les acteurs une personne en charge de la formation RH au sein de l'entreprise. Elle sera en capacité ensuite de redéployer une AFES pour d'autres compétences et d'autres sites. » Oui, vous voulez dire, ça permet de la former, entre guillemets, et du coup, qu'elle devienne autonome sur le projet. Clotilde, si vous êtes... Elle tape. Absolument. Oui, ça permet vraiment de... Ensuite, le but, c'est pas d'y revenir à chaque fois dans la même entreprise. Hein. S'ils peuvent intégrer cette modalité-là dans leur schéma de formation et qu'ils deviennent eux-mêmes entreprises apprenantes de manière récurrente, c'est tout gagné hein, pour les référents AFES. Du coup, on en vient au projet et après, on va essayer d'accélérer. Je vois qu'il est 14 heures. Les grandes étapes du projet, donc comment ça se structure? D'abord, on va identifier un besoin. Il y a eu un besoin sur une situation de travail, on l'a sorti. Est-ce que la FES va répondre ou pas à ce besoin? On va essayer de cadrer la faisabilité, on va essayer de voir si les acteurs sont présents, on va valider le principe, il va y avoir quelques réunions évidemment, et on va constituer les groupes en fait. Hein. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est ingénierie, donc on va créer un document qui va reprendre l'analyse de la situation du travail, qui va bien tout répertorier les activités en question, les tâches à effectuer, et on va construire ce fameux parcours pédagogique, là, qui est la différence de la formation sur le tas. On va pouvoir à ce moment-là intégrer d'autres modalités, comme on disait, de la formation à distance, du présentiel. Et ensuite, on va être dans la mise en œuvre. Le cœur du dispositif, ça va être, on met en situation et on fait ces fameuses séances réflexives. Donc, il est en situation de travail, il ou elle, et ensuite, hop, soit il fait des séances de réflexivité autonomes, tout seul, soit, et ça quand même, il faudra que ça existe, il y a des réflexivités en entretien avec son formateur accompagnateur qui va être dans le questionnement, neutralité du formateur, en essayant de le questionner, de lui faire ressortir tout son apprentissage. Et ensuite, il peut y avoir des séances de réflexivité en groupe, petits groupes, si jamais il y a du collectif, qui peuvent permettre de faire ressortir aussi les apprentissages. Et à l'issue de notre projet, il y aura l'évaluation. Alors, l'évaluation de la mesure de la montée en compétence du salarié ou des salariés, mais aussi l'évaluation du projet AFEST. C'est-à-dire, est-ce que finalement ce projet AFEST a répondu à notre besoin d'entreprise et dans quelle mesure on va pouvoir le déployer autrement et ailleurs sur l'entreprise. Le point quand même juste clé, c'est le zoom sur la réflexivité. L'objectif de l'entretien, c'est vraiment de permettre à l'apprenant de cheminer par lui-même. L'apprenant, il va s'exprimer sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a appris, ce qu'il a compris, ce qu'il a vécu. Et c'est lui, hein, finalement, grâce aux questions de son formateur, qui va comprendre les marges de modification et les axes d'amélioration. Et ensuite, il y a toute cette formalisation-là de ces séances de réflexivité où il va pouvoir remplir un journal de bord, se filmer si le geste est technique, s'enregistrer pour permettre cette traçabilité-là que nous demandent les OPCO si jamais il y a demande de financement. Parce qu'on ne peut pas, juste dire qu'on a bien fait de la FEST. Il faut quand même réussir à le prouver. Au niveau du financement, je ne sais pas s'il y a des questions là pour... Oui, il y avait certaines. Alors, Jean-Noël a répondu en parlant des OPCO, mais tu peux effectivement réexpliquer un peu quels sont les types de financement pour la FEST. Alors, ouais. Ce qu'on disait aussi, peut-être en amont ensemble, Pascal, c'est que ce n'est pas forcément la fin en soi, le financement. La fin, c'est vraiment cette AFES, cette modalité qui complète un parcours de formation et qui va faire qu'on va être plus efficace dans notre formation professionnelle que si on était uniquement en formation présentielle un peu plus, ou à distance un peu plus classique, parce que certaines compétences ne vont pas répondre. La formation classique ne va pas forcément répondre à notre besoin. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Mais on peut éventuellement financer la FEST puisqu'on est dans une action de formation. Et comme je vous montrais tout au début, c'est qu'à partir du moment où on rentre dans cette modalité d'action de formation et qu'on remplit bien les critères, eh bien, on peut se faire financer au titre du développement de compétences, par exemple, du plan de développement de compétences, puisqu'on va le faire financer au même titre qu'on le ferait pour une formation classique en présentiel ou à distance. Donc, les OPCO vont répondre et vont accompagner beaucoup. Alors, je sais que l'Atlas accompagne pas mal.
Constructis, je crois aussi. Ils vont accompagner les TPE à monter des dossiers et à monter la FEST aussi, parce que les OPCO, dans leur rôle de conseil aujourd'hui, ils sont là aussi pour accompagner le déploiement de la FEST dans les entreprises. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler et à contacter son OPCO pour voir quels sont les financements. Alors, dans les entreprises de moins de 50, on est pris en charge par le 1%. Et dans les entreprises de plus de 50, ça va dépendre des conventions collectives et de ce qui est prévu par négociation. Et Laura, je te coupe, mais comme il y a pas mal de dirigeants d'OF qui nous écoutent, c'est vrai que comment les OF aussi peuvent trouver leur place dans cette modalité? Est-ce que vraiment ils ont leur place ou est-ce qu'en fin de compte, ils sont un peu mis à l'écart quand même? Moi, il me semble qu'à partir du moment où l'OF a un référent à faire, pour moi, la porte d'entrée, mais alors ça reste subjectif, là, la porte d'entrée, elle est via le référent. C'est-à-dire que l'organisme de formation, il va pouvoir accompagner l'entreprise dans toute cette structure, en fait, l'ingénierie pédagogique, etc. Il peut tout à fait rentrer par cette porte-là et être très utile à l'accompagnement en ingénierie pédagogique. De créer cette itinéraire-là, du positionnement du salarié jusqu'à l'évaluation finale, c'est un travail d'ingénierie que l'organisme de formation est tout à fait capable de proposer. Ouais. Très bon point. Donc, n'hésitez pas effectivement à le proposer, enfin ceux qui le souhaitent en tout cas, c'est tout à fait… c'est une bonne porte d'entrée, comme tu disais, Laura. Oui, il me semble. Après, oui. Il doit y en avoir d'autres là qui ne me viennent pas à l'esprit tout de suite, mais… Il me semble que c'est quand même notre cœur de métier en tant qu'OF, en tant que formateur, c'est l'ingénierie aussi. Et du coup, de savoir vraiment monter une formation de bout à bout, ça reste une plus-value quand même notable. Alors, il y a des questions là qui fusent. Je vois le chat avec… Est-ce que tu as encore une partie que tu veux nous présenter? Après, on passe aux questions. Non, il n'y avait pas. Après, c'était plutôt les questions. Après, sur les rendus, on disait il y a des avantages, des inconvénients. Qu'est-ce qui est ressorti un petit peu des expériences, les points positifs et les points négatifs? Donc, j'ai vu qu'il y avait déjà eu des choses dans le chat. Les points positifs, c'est vraiment l'engagement, la qualité derrière de la montée en compétences, parce qu'on est vraiment sur du concret. Les points plus difficiles peut-être à mettre en œuvre, ça a été les moments de réflexivité, le temps accordé. Ça, c'est encore un travail dans l'entreprise en France, de se dire, si je suis plus sur mon poste de travail, je suis plus opérationnelle, quoi. Donc, ces phases de réflexivité, des fois, peut-être un peu à accentuer si on accompagne les entreprises, au fait que oui, il y a des moments où il va falloir laisser le temps et que sans cette réflexivité-là, on n'est pas en AFEST. Et du coup, on est sur autre chose. Ça marche. C'est peut-être la difficulté que j'ai vue, mais peut-être que d'autres en auront d'autres à partager. Je pense que de toute façon, on reparlera de ce sujet tout au long de 2022, puis même 2023, parce qu'il ne va pas s'arrêter là, à mon avis. Alors, les questions, on en a eu pas mal. On a une bonne trentaine. N'hésitez pas à voter pour faire remonter les questions les plus pertinentes. Alors, Laura, il y avait pas mal de questions sur le fait de comment devenir référent à FEST. Tu l'as dit, il faut une formation. Oui. Comment ça se passe? Voilà. Alors, il y a une formation qui est certifiante. Il y a plusieurs, je crois qu'il y a 3 qui sont enregistrés au registre spécifique. Donc, vous pouvez aller les trouver sur votre compte personnel de formation, sur mon compte formation. La durée moyenne à peu près d'une formation référent à FEST est à peu près de 40 à 50 heures, avec un projet à FEST réel en général à préparer. Et donc, il y a tout ce qui est droit de la FEST, ingénierie pédagogique et création et accompagnement de l'entreprise. Donc, c'est une 50aine d'heures, entre 40 et 50, et vous pouvez les trouver sur mon compte formation.gouv.fr en tapant référent à FEST. Alors, je sais qu'il y a quelques entreprises que je connais qui le font, mais je n'ai pas envie de faire la pub forcément de… Voilà, vous chercherez, et puis je pense que selon là où vous vivez, il y a plein oui, de… voilà. Après, il y en a qui se font à distance maintenant, beaucoup. Alors, il y a des formations de certifiantes à distance, 100% à distance et tout à fait qualitatives quand même, avec des classes virtuelles, des accompagnements en coaching, etc., qui sont en accompagnement, qui sont tout à fait pertinentes. Ok. Alors, il y a une question d'Agnès qui est intéressante. On ne pourrait pas mettre en place la FEST sur des compétences transverses.
la compta, les langues. Pourquoi uniquement des formations pratiques? Mais ça, tu as répondu, je crois. C'est ouvert. Si, hein, bien sûr, je me suis peut-être mal exprimée. À partir du moment où il y a quelque chose, remplir un bilan, alors un livre comptable, je sais pas, désolée, je ne sais pas trop comment on appelle, mais faire de la saisie en compta, pourquoi pas? C'est-à-dire que s'il y a une spécificité, une activité, une compétence clé à obtenir sur de la saisie comptable, ça fonctionne aussi très bien sur l'administratif. Ça peut fonctionner, comme je disais aussi, sur du soft skills, donc sur une posture, sur une... Ça, il n'y a pas de règle. Le tout, c'est qu'il y ait une situation de travail qu'on puisse extraire et sur laquelle on puisse vraiment réfléchir tout en agissant en situation de travail réel. Ça marche. Il y a une question de Virginie qui te demande sous quelle forme, alors attends, je reprends, sous quelle forme se présente la phase évaluation pour mesurer la montée en compétences? Alors, est-ce que c'est des quiz? Enfin, comment, est-ce que c'est assez libre finalement? Ouais, alors c'est assez libre. Après, quand même, de coutume, dans la mesure où il y a une geste, il y a une technicité ou un bilan, enfin, si on reprend la compta ou quelque chose d'administratif, ça va être soit des vidéos, si c'est un geste, des vidéos, ça peut être un journal de bord, ça peut être les phases réflexives et ça peut être aussi des QCM, mais un peu moins. On est vraiment sur le réel, c'est-à-dire qu'on va peut-être même prendre le dossier qui a été rempli. Si c'était une procédure à remplir, eh bien, on va garder la procédure, je pense à une rupture conventionnelle, là, comme ça. J'ai un papier CERFA à remplir, ben, je vais garder la preuve que tel jour, il y a eu... et on monte un dossier comme ça d'un faisceau d'indices, en fait. Et après, on peut organiser des évaluations, et on va devoir, un peu plus formelles, sur lesquels il va y avoir des questionnements et qu'on va pouvoir mettre au dossier. En fait, ça va plutôt être un dossier évaluatif. Il y a une question d'Isabelle qui est intéressante, c'est côté salarié. Donc, quelle est la reconnaissance pour le salarié qui vient d'être formé via une AFEST? On est sur la modalité action de formation. Donc, on est exactement sur les mêmes modalités qu'une formation en présentiel avec une attestation de fin de formation, après, on pourrait imaginer qu'on l'inclut dans un parcours certifiant. Ça, il n'y a absolument aucun souci. À partir du moment où cette modalité-là répond à notre objectif de certification. Il y en a qui l'ont fait dans leur formation certifiante. Donc, on est au même niveau qu'une formation présentielle ou à distance, si on ne l'inclut pas dans un autre parcours. Ça marche. Alors, n'hésitez pas à voter pour faire remonter un peu les questions. Tac, tac, tac. Ah oui, une question de Christophe. Donc, en tant que COEF, y a-t-il des prérequis pour que les formateurs puissent accompagner des clients sur ce format d'AFEST? Il n'y a pas de prérequis particulier? Pour tout ce qui est référent, en tout cas, ce qui demande, c'est quand même qu'il y ait une certaine connaissance de l'ingénierie pédagogique. Mais il n'y a pas de, je crois, alors à vérifier parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne pense pas qu'il y ait un prérequis pour rentrer dans ces formations-là. Voilà, l'ingénierie, voilà, la connaissance globale quand même du paysage de la formation et de l'ingénierie pédagogique. Une question un peu donc financement de Magali qui nous demande si le référent AFEST est extérieur, comment est-il rémunéré? Alors, soit l'entreprise fait appel à l'OPCO, si elle rentre dans les conditions, soit elle va autofinancer. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont soit financé, soit cofinancé la FEST. Ça a un coût, tu pourrais nous dire, alors c'est évidemment selon la durée de la formation, mais ça peut coûter combien? Alors, ça va vraiment dépendre. Là, j'ai un exemple en tête d'une entreprise qui a fait un accompagnement sur 10 personnes sur 2 mois avec un référent externe qui a qui n'a pas accompagné tout au long. C'est-à-dire qu'il a aidé à la structuration. Il y a eu quelques points clés et ensuite, l'organisation s'est faite en interne. Il y en a eu pour 10 000 €. Et du coup, ça revenait à un coût par salarié formé à 1 000 €. Mais vraiment, ça peut dépendre. Et si on inclut tout le long du processus un référent externe, on va être aux alentours. Je ne sais pas si on peut vraiment identifier ce que j'ai vu moi, mais après, je ne sais pas si c'est représentatif. Oui, voilà, c'est variable. J'ai pu voir du 2 500 € par salarié sur le... Mais bon, je ne suis pas persuadée que là, le prix, je puisse vraiment... Ça dépend du projet, ça dépend du temps, ça dépend de la personne, ça dépend du cabinet, ça va dépendre de plein de choses. Ça marche.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme question encore? Oui, et alors juste, je reviens sur Clotilde qui dit la certification n'est pas obligatoire. C'est vrai, je parle de la certification référent à FES parce qu'elle existe, mais il est vrai que rien n'oblige l'accompagnant à être certifié. On peut très bien accompagner une entreprise sans la certification. Est-ce que tu auras une prise en charge du coup s'il n'y a pas un référent à Si c'est FES? un OF et qu'il est Calliope et que l'entreprise a généré une demande auprès de son OPCO et que tous les critères sont bien remplis, D'accord. à condition que tout soit bien rempli, qu'on rentre bien dans les cases à côté, oui. Alors, Sylvie qui nous demande le nombre d'heures requis dans le parcours AFEST, mais là, c'est pareil, il n'y a pas une durée minimum. Il n'y a pas de règle. Ça dépend. Il n'y a pas de règle. Si c'est juste sur une compétence clé dans un parcours très court, on pourrait très bien imaginer que ça va durer 1 mois avec le positionnement, les mises en situation de travail, la phase réflexive, une autre mise en situation de travail pour bien remettre à plat et puis une dernière évaluation. Mais ça pourrait durer 6 mois, 1 an, suivant la compétence à développer. Ça marche. Donc ça, tu l'as bien précisé, mais Anne-Laure nous redemande, est-ce que c'est disponible pour tous les secteurs d'activité, les limites? Donc tu l'as dit pendant ton… Les limites, c'est la santé, sécurité. C'est là où finalement, il n'y a pas de précision d'un process. Alors, je redis process pour pas repartir dans le travers. Il n'y a pas que le technique qui fonctionne. À partir du moment où il y a une situation de travail réelle sur laquelle on peut travailler. Honnêtement, ça reste un complément de tout le reste. Et pour moi, c'est vraiment la plus-value aujourd'hui. On va tous y tendre quand même. C'est-à-dire que plus on va se rendre compte de l'intérêt de cette formation en situation de travail, plus on va y aller. Oui. Mais ça demande effectivement d'être déjà… que l'entreprise, en tout cas, il y ait vraiment des parties prenantes qui soient engagées et qui prennent le temps de le faire. Donc, c'est toujours un peu le même problème finalement. Oui, et en même temps, ça demande à ce que les entreprises soient informées aussi qu'en dehors de la formation pro, de la formation classique, il y a cette AFEST-là qui existe, et de les motiver en disant que pendant ce temps-là, ils ne sont pas en formation à l'extérieur, et que toute formation, et comme on est quand même obligé de former nos salariés il y a un bilan d'étape, etc., à respecter, il apprend quelque chose de très opérationnel, de très utile, de très concret tout de suite et pour l'entreprise. On n'est plus sur quelque chose de virtuel. Alors, je pense là à des gestes et postures ou des choses comme ça. Alors là, j'avais le cas d'une aide à domicile sur du lève malade. On était sur quelque chose de très opérationnel, très concret. Il n'y a pas eu de je pars, je fais du virtuel avec… il y a vraiment quelque chose qui fait qu'ils vont gagner en opérationnel, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'il faut faire la pub, finalement. Oui, voilà. Mais en fait, aussi, je pense que quand vous êtes un OF, n'hésitez pas à en parler aussi à vos clients. Je pense que si tout le monde, effectivement, fait la démarche d'en parler et de faire un peu d'évangéliser, on aura sans doute beaucoup plus de cas en 2022 et en 2023. Donc, oui, et puis on disait tout à l'heure aussi que ça a amélioré la qualité de vie au travail. Et là, je vois Clotilde qui fait passer un truc, et oui, ça me fait penser. Tout à fait, on a vraiment quelque chose qui est très valorisant, en fait. Ça fait monter énormément de personnes différentes au sein de l'entreprise, elle nous marque. Pas seulement l'apprenant initial, c'est gratifiant et efficace pour le collectif. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on va faire monter l'apprenant, on va faire monter le formateur accompagnateur, on va faire monter le référent, on va faire monter le collectif qui va être adapté à… On va travailler sur des situations et sur la qualité du travail qui va faire monter la qualité globale de l'entreprise. Et donc, vraiment, c'est très valorisant c'est très porteur pour l'entreprise. Alors, en tout cas, nous, on en reparlera sur Digiformag. Il y a un article qu'on a écrit il y a pas si longtemps que ça. Vous pouvez aller voir sur digiformag.com. Vous le retrouverez. Si jamais vous voulez effectivement aussi en reparler plus précisément, donc Laura, tu es disponible sur LinkedIn. Voilà, on peut te retrouver. Donc, je vous remets un peu. Alors, n'hésite pas à partager ton profil LinkedIn si tu veux sur le chat. Vous pourrez l'ajouter et puis éventuellement en rediscuter avec elle cette semaine. Et puis voilà, je pense qu'on refera peut-être effectivement un webinaire avec cette fois-ci, à mon avis, des témoignages de salariés qui l'ont vécu ou de formateurs et qui pourront nous faire un retour de cas voilà, sur ce qu'ils ont pu effectivement en ressentir et si ça leur a été vraiment bénéfique, mais il n'y a pas de doute. Donc
Donc oui, voilà. Vraiment, les retours sont vraiment positifs à chaque fois, même si des fois, voilà, la mise en place est au début pas forcément spontanée, mais après, oui. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui sont au sein d'entreprises et qui se disent, tiens, c'est peut-être un moyen de former différemment, n'hésitez pas à convoquer vos managers, votre direction, et puis à leur présenter un peu tout ça. Voilà, avec l'aide du support de Laura qu'on va vous envoyer. Ça peut être en tout cas un bon projet pour 2022. Sur les OPCO, suivant vos OPCO suivant l'OPCO dont vous dépendez, vraiment tous les OPCO ont mis, enfin quasi, sur ceux avec qui j'ai pu travailler, ils ont mis à disposition des boîtes à outils, il y a vraiment beaucoup de choses à disposition sur les OPCO. Vous tapez AFEST OPCO Atlas, par exemple, vous avez la boîte à outils de la séquence réflexive, la boîte à outils du projet, la boîte à outils de l'auto-évaluation, justement avec des grilles d'évaluation. On parlait tout à l'heure de comment le salarié va s'auto-évaluer dans une grille, etc. Il y a plein de choses sur... Oui, puis comme dit là Isabelle qui vient justement de témoigner, qui dit senior salarié, je travaille avec des jeunes d'une start-up et ça me permet de transmettre et structurer avec ces jeunes générations qui ont d'autres compétences que les miennes. Voilà, c'est clairement un cas concret des effets bénéfiques. Ça marche aussi pour l'intégration. Là, ils sont en train vraiment de travailler sur l'intégration des personnes éloignées de l'emploi. Ils sont en train de travailler avec Pôle emploi. Il y a vraiment de l'avenir, il semble, quand même, dans cette modalité-là. Je continue à dire dispositif malgré tout. Il faut dire modalité. Ça marche. Eh ben, merci à tous. Laura, écoute, à très bientôt. On se recroisera, je pense, pour d'autres sujets. Bonne semaine à tous. Demain, on a un dernier webinaire là, pour le mois de mars sur la question des financements, justement. Donc, on a invité un expert de la question. Donc, voilà, pour ceux qui veulent participer, c'est ouvert aussi. Il reste des places. Et puis à très bientôt. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Merci tout le monde. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.